je passe la parole au docteur Arwa. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il est l'un des initiateurs du mouvement Rached. Donc, il est aussi directeur de la fondation Cordoue de Genève, spécialiste des règlements de conflits. Et donc, il est l'auteur de plusieurs livres, dont celui de Quest for Peace in the Islamic Tradition, donc la quête de la paix dans la tradition islamique. Et ma deuxième page, il est aussi co-auteur, ça je le connais aussi, co-auteur du livre Inquiry into Algerian Massacre, donc enquête dans les massacres en Algérie, notamment pendant la décennie qu'on appelle aussi noire, entre 90 et 2000. Merci, Monsieur le Président. Merci François pour cet excellent exposé. Je vais essayer peut-être de sortir un petit peu du contexte français pour revenir au dernier transparent. Je remercie les organisateurs de cette conférence, le Centre Rivelmo aussi, pour nous avoir offert cette opportunité de nous réunir. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous. J'ai des réserves avec un terme que vous avez utilisé, expert. L'expertise est un trop grand mot pour que je puisse l'accepter. Je ne suis qu'un étudiant qui essaie de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière les conflits violents et tout particulièrement les conflits politiques. Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter un petit peu notre expérience à la Fondation Cordoue dans ce domaine. Quelques mots sur la Fondation. Ensuite, je vais essayer d'expliquer un petit peu le sens des termes violence et extrémisme qui apparaissent dans le titre de l'exposé, et puis la relation entre violence et extrémisme. La Fondation Cordoue Genève est une fondation qui a été établie en 2002. Je salue Madame Monica Schletter, qui est membre du conseil de la Fondation, qui est parmi nous. Sa mission est la promotion du dialogue et le renforcement des capacités en matière de prévention de la violence et de transformation pacifique des conflits dans les sociétés où vivent les musulmans, c'est-à-dire les pays à majorité musulmane, mais aussi des conflits entre le monde musulman et le monde occidental. Alors, vous avez ici le site de la Fondation, donc c'est cordoue.ch, vous pouvez trouver toutes les publications de la Fondation. Vous avez quelques exemplaires ici sur la table, mais tout est mis en ligne sous format PDF. Notre spécialité, ou core business, si j'ose l'expression, c'est d'offrir des espaces protégés de médiation entre des individus qui ont rarement l'occasion de se rencontrer et entre lesquels les relations sont tendues et polarisées. Donc, et tout ce qu'on fait, soit des séminaires ou des ateliers, ou même des formations, quand on fait des formations sur les outils d'analyse de conflit ou les approches de transformation de conflit, c'est toujours dans cet esprit et cette philosophie, c'est-à-dire on rassemble des gens d'horizons divers, puis on leur donne une formation et ça leur permet aussi de communiquer, de se connaître, se reconnaître, se respecter et au bout du compte, souvent, envisager des actions communes, des projets communs. Alors, ça concerne le domaine politique, ça concerne l'action civile dans son général, l'action humanitaire, les droits de l'homme, les médias et les mouvements féministes. Dans le monde arabe. Là, quelques exemples juste des événements qu'on organise. Là, on a un forum qu'on appelle le Forum Cordoue maintenant, où on a des représentants de tout le monde arabe de Nouakchott au Yémen, et où on a des experts ou des acteurs sur le terrain qui se rassemblent 2 fois par année pour échanger sur la situation dans leur pays, échange d'expériences. On a aussi un forum similaire sur la région du Sahel, donc c'est Tchad, Niger, Mali, Mauritanie. On va ajouter aussi le Nigeria vu ce qui se passe au nord du pays. On a une autre série de rencontres qu'on appelle les nouvelles cultures politiques,
Tout ça, ça a été lancé au début de l'année 2011 pour accompagner les transformations politiques dans la région. Là, c'est un espace aussi ouvert à toutes les tendances pour venir échanger sur le destin commun de ces pays. Je ne vous dis pas comment, pendant ces 3 jours, comment l'atmosphère est crispée le premier jour. Hein. Il y a des gens qui s'envoient des insultes, hein, parfois, parce que il y a une démonisation de part et d'autre. Ils ne se connaissent qu'à travers des médias ou des tierces personnes. Et quand ils se rencontrent, ils restent ensemble 2-3 jours. Je vous assure, c'est vraiment une expérience très, très spirituelle. Un changement d'attitude des gens qui finissent par se connaître, se reconnaître et se respecter. On a aussi une série d'ateliers sur la participation politique des nouveaux acteurs politiques dans la région, et notamment les acteurs d'inspiration religieuse. Lors de ces ateliers, les participants discutent des défis de la participation politique, du passage du discours de la prédication au discours politique, non? Et on a aussi un autre cycle d'ateliers sur la promotion de la paix, où on engage les leaders tribaux, leaders communautaires, religieux, qui veulent devenir un acteur de paix au niveau local, régional ou même global. Alors, ce que je vais dire dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer d'élaborer autour de cette proposition. Généré par la violence, l'extrémisme prend, dans certains contextes, des formes d'expression violente. En fait, j'ai rien inventé. C'est l'adage populaire qui date de siècles et de siècles, la violence génère la violence. Donc, tout mon propos va tourner autour de cette proposition. Alors, d'abord, qu'est-ce que la violence? Il y a 1001 façons de définir la violence. Alors, j'utilise une de ces définitions par Simon Fisher. C'est toutes les actions, les mots, les attitudes, les structures, les systèmes qui causent un dommage physique, psychologique, social ou environnemental. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la violence directe. C'est la mort, c'est la destruction, c'est la blessure. Johan Galtung a proposé un modèle où il intègre aussi d'autres formes de violence, et notamment la violence structurelle, c'est-à-dire toutes les structures qui empêchent la réalisation des besoins fondamentaux de l'individu et des groupes. Et les besoins fondamentaux ne sont pas seulement la nourriture, le logement, etc., mais aussi des choses de l'ordre des composantes de l'identité, la dignité, etc. Et le troisième élément, c'est la violence culturelle, c'est tout ce qui, dans une culture, justifie la violence. La paix négative est définie comme étant l'absence de violence directe. La paix positive est définie comme étant l'absence des violences structurelles et culturelles. Et la paix est la somme des deux, donc la somme de la paix positive et de la paix négative. Donc, on complète la définition de la violence avec la dernière partie. Donc, c'est aussi tout ce qui empêche les gens d'atteindre leur plein potentiel humain. Donc ça, c'est une définition plus ou moins complète pour appréhender le concept de violence. Comme l'a dit notre ami le président au début, je vais parler du contexte arabo-musulman, mais bon, l'extrémisme violent n'est pas spécifique à cet espace-là. Pendant longtemps, les gens pensaient qu'il y avait des religions violentes, comme le christianisme ou l'islam, et qu'il y avait d'autres non violentes, comme le bouddhisme par exemple, jusqu'au moment où on découvre le degré de violence que certains religieux bouddhistes, le degré de violence qu'ils ont montré dans certaines régions du monde, au Sri Lanka, en Birmanie, en Myanmar, et puis
ailleurs aussi. Et donc, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de religion violente ou moins violente, c'est des êtres humains, c'est des communautés d'êtres humains qui ont une aspiration pour la paix, mais qui ont aussi une propension pour la violence quand les conditions ou le contexte s'y prêtent. Alors, la violence, donc, juger la violence, elle porte toujours sur deux éléments, la légitimité et l'efficacité. Il y a des gens qui pensent que la violence est illégitime, quel que soit le contexte. Hein. Gandhi était contre la violence, même pour combattre l'occupation britannique. Et les adeptes de Gandhi auraient été aussi contre la violence de la résistance française contre les nazis. Il dirait il faut combattre l'agression par des moyens non violents. Et puis il y a d'autres qui pensent qu'il peut y avoir des situations où la violence soit légitime, quand on est agressé, occupé, etc., mais qui questionnent l'efficacité. Et c'est pour ça, quand on parle de non-violence, il y a deux types de non-violence, la non-violence philosophique et la non-violence stratégique. Maintenant, sur l'extrémisme. Alors, il y a un raccourci très facile que beaucoup de gens font, dans les médias, les hommes politiques, tout, c'est de confondre et d'utiliser ces termes-là que vous voyez devant vous comme des synonymes interchangeables, fondamentalisme, radicalisme, salafisme, wahhabisme, dans le contexte, bien sûr, musulman. Hein. Wahhabisme, takfirisme, djihadisme, extrémisme, pour arriver au bout du compte au mot magique de terrorisme que notre ami François a eu. Tout ça, parfois par confusion, par méconnaissance, mais aussi parfois en bonne connaissance pour délégitimer les opposants politiques. Donc on met tout ça dans le... Alors, la plupart de ces concepts ne renvoient pas forcément à la violence. Même l'extrémisme. L'extrémisme, on peut imaginer des gens qui ont des idées extrémistes, mais qui ne traduisent pas ça sous forme violente. Le danger de ces raccourcis, c'est que ça aliène beaucoup de monde. Si on utilise ces concepts sans distinction, on aliène presque 80 ou 90% du monde musulman. Donc 80 ou 90% de 1,6 milliard d'êtres humains. Et ça, c'est dangereux. Le résultat, c'est l'indifférenciation. Donc, hein, tout le monde se ressemble, et la démonisation collective. Je vais pas évoquer tous les termes que j'ai mentionnés. S'il y a un intérêt dans la discussion, on peut revenir à chacun de ces termes. Mais je vais prendre un pour exemple, le radicalisme. Radicalisation, déradicalisation, moi j'évite d'utiliser ces termes, parce que, bon, radicalisme, il y a le radicalisme politique qui est très connu dans la science politique. Hein. Sans les radicaux, il n'y aurait pas eu d'avancée dans le domaine politique. Et vous voyez qu'il y a des partis qui se réclament de ce courant, c'est des opinions et comportements de ceux qui favorisent le changement politique radical, donc aux racines. Il y a le radicalisme religieux. Dans la religion chrétienne, il est bien défini aussi, c'est la réorientation vers les vérités profondes des disciples chrétiens à travers la réflexion personnelle et l'action. Et là, dans le radicalisme religieux chrétien, les experts ou les gens qui connaissent ce domaine-là classifient les gens qui appartiennent à ce courant en radicalistes non violents et en radicalistes violents. Donc, radicalisme religieux chrétien ne veut pas dire forcément violence. Dans le monde musulman, le radicalisme n'est pas lié exclusivement au salafisme ni à l'islamisme en général. Il n'est pas nécessairement violent. Et beaucoup de mouvements politiques dans le monde arabe œuvrent pour un changement radical afin d'établir l'état de droit et la bonne gouvernance en utilisant les moyens non violents. Un exemple, c'est le mouvement Rachad que notre ami Nazim a présenté.
Maintenant, l'extrémisme, sur le plan normatif, l'extrémisme dans la religion islamique. Moi, j'utilise le terme extrémisme plutôt que radicalisme. L'islam est la religion du juste milieu. Il y a un terme qui est un concept fondamental dans la religion islamique, c'est la wasatiyya. La wasatiyya, moi je la traduis, c'est le juste milieu, j'aime la traduire comme étant la médiatude. C'est l'attitude d'être dans la position du milieu. C'est les attitudes et comportements qui tiennent à l'écart des extrêmes. Il y a 2 versets coraniques qui soutiennent ceci. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, ummatan wasata. Et le deuxième, c'est ne soyez pas extrémistes. La tarlou, le relou, c'est le terme en arabe d'extrémisme, c'est le relou. La tarlou, donc ne soyez pas extrémistes dans votre religion. Ça, c'est sur le plan normatif. Donc, la wasatiyya, ou la médiatude, tient à l'écart des 2 extrêmes, l'extrême haute et l'extrême basse. Donc, vous avez quelques exemples, et c'est dans tous les domaines de la vie humaine, la wasatiyya, c'est le juste milieu entre le manquement et l'extravagance, entre la négligence et l'exorbitance, entre la lâcheté et la témérité, entre l'avarice et le gaspillage, et ainsi de suite. La modération, par contre, tient à l'écart de l'extrême haute seulement, pas des 2 extrêmes. C'est ça la différence que je vois entre la wasatiyya et la modération. Ensuite, la modération est connotée négativement dans le monde musulman parce que musulmans modérés sont identifiés à des musulmans soumis, manipulables, inauthentiques. Donc, préférable d'utiliser le terme wasatiyya. Maintenant, prenons une catégorie dans le monde musulman qui est souvent assimilée à l'extrémisme, à la violence. C'est les salafis. Moi, je vous donne, on a travaillé beaucoup, on a un projet qui travaille sur ces mouvements salafis. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que, bon, les salafis, c'est une immense, c'est vraiment, c'est pas un groupe monolithique. Moi, dans une étude récente, je les ai classés en 25 catégories. Mais pour simplifier, pour les besoins de cette présentation, disons qu'on peut parler de 3 catégories. Les salafis participatifs, qui s'engagent dans l'action civique et politique. Il y a les salafis qui sont apolitiques, qui se consacrent à l'étude. Et puis, il y a les salafis qui prennent l'action violente. Donc, c'est les 3 catégories. Et avant ce qu'on appelle le printemps arabe, la catégorie du milieu, les participatifs, était la plus... disons, les deux extrêmes étaient les plus prépondérants en termes de nombre de groupes, de communautés salafis. Mais avec le printemps arabe, il y a eu un effet centripète qui a ramené les extrêmes vers le milieu, vers l'ouasat. Pourquoi? Parce que ces salafis, que ce soit les salafis qui ne croient pas à l'action politique, ou ceux qui ne croient pas à l'efficacité de l'action politique, ou ceux qui ne veulent pas entendre parler de politique, ont vu les vertus du changement non violent et de la participation politique. Ce qui fait qu'en l'espace de 3-4 ans, on a vu l'émergence d'une vingtaine de partis d'inspiration salafi allant de Mauritanie au Yémen. Vingtaine. Par contre, après ce qui s'est passé en Égypte, après l'intervention militaire de l'Égypte, quand il y a eu un échec du processus démocratique en Égypte, là c'est une force centrifuge qui éloigne de la position médiane. Et on a vu que des voix chez les salafis qui recommencent à dire que la politique conduit uniquement à la division et la fitna, donc il y a une résignation. Et puis d'autres qui disent la politique est inefficace dans le monde arabe et musulman, et donc on devrait recourir à la violence.
quelques exemples, ça c'est pas nouveau. François a parlé de ce qui s'est passé en Algérie après le coup d'État du 11 janvier 1992. Dans la mouvance qui s'appelait le Front islamique du salut, il y a certains salafis, et puis il y avait une frange qui avait une propension vers la violence. Mais dans le processus démocratique, ils n'avaient pas d'argument. Tant que ce processus marchait bien, ils étaient isolés. Mais après le coup d'État, ils ont trouvé toute leur force et ils ont dit, voilà, nous vous avons prévenu que les élections n'allaient mener à nulle part. Et donc et je dis qu'une partie des groupes islamiques armés, pas tous, parce que une bonne partie de ces groupes islamiques armés sont la fabrication des services de renseignement, les services de la sécurité militaire ou du DRS, comme beaucoup d'entre vous le savent très bien. Mais une partie de ces groupes sont des groupes d'inspiration salafi qui ont confirmé leur croyance que la politique ne mène nulle part. On a eu la même chose à Gaza, après les élections de 2006, et l'étranglement de la bande de Gaza. Il y a eu l'apparition de certains groupes djihadistes qui prenaient la violence. Et qui sont, d'ailleurs, ils ont de gros problèmes avec le Hamas, avec le parti de musulmans. Et puis l'intervention militaire du 3 juillet 2013 en Égypte, les échos qu'on a des membres, des participants à nos colloques, sont très clairs. Donc c'est des preuves empiriques, tout ce que je vous raconte là. Ils nous disent qu'on a maintenant des pressions énormes de notre jeunesse, de la base de ces mouvements, qui disent que, voilà, après ce qui s'est passé en Égypte, après ce qui risque de passer au Yémen et dans d'autres pays, c'est la preuve éclatante que la démocratie, la participation politique, tout ça n'a aucune valeur et que le seul moyen de changer, c'est la manière violente. D'où une attraction pour l'organisation État islamique en Irak et au Levant. En ouvrant un petit peu et en dépassant la communauté ou le groupe ou le courant salafi vers l'ensemble de la société, j'aimerais présenter ici deux termes. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ces transparents en 2011, au début de la révolution arabe. Et à l'époque, je présentais ces termes parce qu'ils capturent très bien la relation entre la violence et l'extrémisme. C'est les notions nord-africaines, arabes nord-africaines, les notions de Hogra et de Harga. Alors la Hogra, c'est à la fois le sens de l'injustice et le sentiment d'humiliation. Et la harga à l'origine, on parlait de harga, 5 minutes? Oui, très bien. La harga, on parlait des jeunes qui traversaient la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, et en arrivant en Europe, ils brûlaient leurs documents d'identité pour ne pas être identifiés. Donc, c'est l'acte de brûler les documents qui s'appelle la harga, mais là, je l'étends pour qu'il couvre d'autres formes de rupture et de brûlure de brûlage du lien. Voilà. Alors, le processus d'extrémisation, pour moi, il part donc d'une violence structurelle, quand on n'a pas de vie décente, pas de considération. On voit la richesse environnante rapide d'une catégorie de gens. On a un chômage, on a une pauvreté artificielle à grande échelle. Une pauvreté artificielle, j'insiste sur le mot, parce que souvent c'est dans des pays riches. On a de la pauvreté à grande échelle. Pas de participation politique, une fraude électorale, la répression, etc. Tout ça, c'est de la violence structurelle. Ça conduit à la frustration, au désespoir, à l'absence de rêve, d'horizon. Ceci conduit au manque de solidarité, à l'individualisme, à l'isolement, à la corruption forcée de la société. Tout ceci
si on n'a pas les moyens pour répondre de façon non violente à cette violence structurelle, la réponse sera passive ou active violente, et là on a toutes les formes donc de réponse: quitter la sphère sociale, se retirer, se résigner, quitter la sphère civile, recourir aux armes, quitter le pays, émigrer, hein, c'est toutes les formes d'émigration, ou alors tout simplement quitter la vie. Hein. Quitter la vie, c'est se suicider sous toutes les formes possibles, et notamment par auto-immolation. Le processus d'extrémisation, c'est dans toute société, on a un seuil résiduel de hogra et de harga. Quand la hogra, quand l'injustice et l'humiliation augmentent, on arrive à un seuil de tolérance, et à partir de là, on commence à avoir une réponse passive ou violente, jusqu'à un point où on a une inflexion, et il faut des conditions pour déclencher cette inflexion, ce revirement, et on recourt à une résistance non violente à la violence structurelle pour ramener la société à son état normal. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai présenté en 2011. Malheureusement, le parcours vers est un parcours très difficile. C'est ce qu'on appelle les transitions démocratiques. Quand on a un changement de régime, elles sont vraiment remplies de défis. Et on voit clairement dans le monde arabe, on voit que certains pays n'ont pas pu continuer dans leur lancée pour arriver à la stabilité et à l'état de droit. Et donc ça a été interrompu, et on est reparti dans un autre cycle. Le dernier transparent concerne le contexte français. Alors là, pour un certain segment de la société française, malheureusement, on est dans cette logique-là de réponse passive aux violences, à la violence structurelle, donc réponse passive aux violences. Et ce que je voudrais dire, c'est que chez ces gens-là, il y a un sentiment de double hagra. Double hagra parce que ces jeunes dont parlait François, d'abord, ils sentent la hagra en étant citoyens français qui n'ont pas leur plein, qui ne sont pas reconnus en tant que tels, en tant que citoyens français au plein sens du mot. Et ils sentent la hagra de par leur confession musulmane, quand ils voient toutes les agressions auxquelles sont soumises ou sont sollicitées les sociétés musulmanes par des forces extérieures. Donc il y a cette double hagra. Alors maintenant, tout le défi, c'est d'émanciper ces jeunes-là aux méthodes non violentes de revendication, que ce soit pour revendiquer leurs droits de citoyens français. Là, je parle, franchement, je pèse mes mots, je dis des Français de confession musulmane, donc parce qu'ils sont d'abord des Français et des citoyens français. Et quand ils doivent revendiquer leurs droits, ils doivent être émancipés pour le faire de façon non violente. Et ils doivent être aussi émancipés pour protester contre les agressions subies par leurs frères dans la confession, un peu partout dans le monde musulman. Je vais m'arrêter là et vous remercie de votre attention.